Avertissement. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Et surtout des petits bambins. Et surtout des petits bambins. Ma belle, tu seras mienne. Bob, Ouais. si tu étais une lettre de l'alphabet, tu serais laquelle? Je sais pas, Scarlett. Parce que moi, ça serait la lettre T. La lettre T. Oui, la lettre T, comme j'ai très envie de faire l'amour avec toi ce soir. C'est bizarre, mais je ressens aucune tension sexuelle entre nous. Je disais ça pour pas que tu t'énerves. T'as quelque chose à te faire pardonner? Bah en fait, tu vas pas être content. Me dis pas que t'as encore chié dans la douche. Ben... Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Salut mes chers farfadets usés et délavés par les affres de la vie. Tel un graisseux suppositoire mémoriel bien enfoui dans vos fondements nostalgiques, je viens m'immiscer, grassement, pendant quelques minutes dans vos vies graisseuses pour réveiller à présent le passé composé d'imparfaits en inconditionnel passionnel de Marvel. Est-ce que vous savez ce que je vais faire aujourd'hui? Une tarte au poireau? Non, aujourd'hui, on se refait un petit voyage nostalgique au cœur de la collection grassouillette des albums des Top BD chez Lug, lancée en 1983. Tu vas vraiment parler de ça? Bah oui ma jolie, tu veux le faire à ma place? Oh, j'oserais pas, Bobby. C'est ton bébé. Alors je t'entends d'ici, spectateur déçu. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ouais, mais c'est pas toi qui décides. Oui, je sais ma gueule, tu pensais avoir cliqué sur une vidéo divertissante pour ne pas dire un peu cool, et là, tu te rends compte que ça va être chiant. Et on croise les doigts pour que ce ne soit pas vraiment le cas. Mais que nenni ma gueule, et même si les top BD ne génèrent pas assez de capital de notoriété auprès des lecteurs, quand même, dans l'intitulé de la collection, il y a le mot top, alors rangez vos guns. C'est bon, t'as la ref? Oui, je sais, tu ne croches pas sur cette collection. Oui, je sais. C'est pas intéressant. Les top BD ne te pètent pas le kiki tout dur. Ils n'ont pas la saveur de la baguette pleine de gluten. Tu veux du pain? Ça ne fout pas la trique. Mais contente-toi d'écouter ce vidéogramme en restant pantois. C'est d'ailleurs comme ça qu'on apprend. Alors, je te force pas, hein, mais si tu te sens pas d'humeur à suivre cette vidéo, eh bien va-t'en. Tu vas tout le temps faire ce genre de blague avec des panneaux? Non, pas forcément. Parce que sinon ça va être chiant, hein. Pour en revenir aux top BD, que tu le veuilles ou non, ils font partie de notre jeunesse lugienne, mon cher Dude. Alors, certes, il y avait vraiment à boire et à manger, et justement, non seulement je vais vous en parler avec tous les attributs, et peut-être même ceux qui marquent l'intelligence, à savoir la répartie, l'improvisation et la culture. Mais toi aussi, tu peux y participer de façon ludique en écrivant quelques anecdotes cocasses dans les commentaires. Alors, arrête de tirer la gueule et reste en ma compagnie. Commence déjà par laisser un post-blow, ça ne te fera pas mal au sein. Et puis tu ne vas pas arrêter tout seul, là, devant ton écran de solitude, comme une vieille fille, avec son chat et son vibro. Je vous rappelle qu'un chat, ça ne se baisse pas. Oui, elle a raison. Mais revenons plutôt ensemble sur cette période lugienne des top BD, car oui, je ne parlerai pas de l'époque sémique, ou alors dans une autre vidéo, mais là déjà, on a pas mal de choses à dire sur Lug, et quand je parle de l'époque Lug, hein, comprenez par là que je reviens aux véritables origines de la collection, avec les 13 premiers numéros chatoyants et velus, allant de 1983 à 1988. Je sens que nous allons bien nous amuser. Oui, enfin, on va pas s'emballer non plus, hein. Mes chers velus, plaçons un peu de contexte. Le contexte? C'est important le contexte. C'est quoi le contexte? Scarlett, on peut se tutoyer, ça serait plus cool. Oui? Bah t'es lourde. C'est moi ou une tension est palpable? Au début des années 80, les graphic novels envahissent le marché américain comme les morpions dans le lit de ma sœur. Ce terme de graphic novel désigne des BD bien différentes des fascicules agrafés et mensuels que les lecteurs avaient la bite rude de consulter. Ce sont des albums souples et d'une esthétique d'un autre temps, vraiment chiadés. C'est beau, hein, comme un camion tout neuf. Et rappelez-vous que la beauté est une promesse de bonheur. N'en déplaise aux gens moches qui regardent cette émission. De même, elles ont un format plus grand que les comics books traditionnels. J'espère que tu prends des notes là quand même gros, parce que je te rappelle qu'il n'y a que les cons qui ne notent pas. Et résultat, ils n'ont pas de liste d'éléments nécessaires aux choses rudes qui forment la réflexion. Ils sont donc envahis par leurs pensées et à court terme par la confusion. Exemple... Les gens de Mediapart. Oui, bon exemple. Rire de droite. L'avantage de ces albums, c'est aussi qu'ils n'ont pas de publicité. Et ça, c'est bien, n'est-ce pas YouTube? Oui. De même, ils avaient un papier de qualité et une impression soignée, hein, je tiens à le dire, parce qu'on a l'impression que Lug avait oublié ce point de détail dans les parutions françaises. Il y avait enfin une volonté éditoriale de faire des histoires mieux élaborées, de la BD au top, si je puis dire, dont la collection Top BD de Lug fut l'incarnation dès 1983. Je note une certaine forme de redondance dans ta phrase. Alors tu arrêtes tout de suite les conclusions hâtives, t'es pas payé pour remettre en cause ma
prose flamboyante. Désolé, patron. Le premier top BD de la maison Lug sort au premier trimestre 1983. C'est l'adaptation en 48 pages du film Dark Crystal, le film de Jim Henson et Frank Oz, sorti en 1982. Tu connais? Non, et puis j'en ai rien à foutre. L'histoire se déroule sur la planète Tra, où la race des Gelfling a été éradiquée. T'as déjà entendu parler de la sélection naturelle? Seuls deux de ces petits êtres attachants, comme les Poiltéphales, ont survécu. C'est Jen et Kira. Excédés par le comportement cavalier sans cheval de leurs oppresseurs, ils partiront à la recherche d'un éclat de cristal capable de redonner de la force et de la puissance nécessaire au peuple pacifique des mystiques. Et pour cela, il faudra surmonter la tyrannie des Skeksis. Le film fait partie des premiers longs métrages réalisés uniquement avec des marionnettes. Aucun acteur ni aucune actrice ne sera sollicité pour jouer dans Dark Crystal, et pour l'époque, c'est révolutionnaire. Et si Dark Crystal était à l'origine un film pour enfants, les thèmes qu'il aborde se révèlent bien plus sombres que prévu. Tu nous donnes un exemple? Non. Ah oui, d'accord. Et ce film est l'œuvre de Jim Henson et de Frank Oz, deux maîtres de la marionnette, qui ont laissé leur nom dans la pop culture, puisqu'ils ont créé certains des shows pour enfants, dont les plus célèbres sont le Muppet Show et Un rue Sésame. L'un a créé Kermit et l'autre Yoda, deux créatures mythiques pour les générations X. Et c'est donc Marvel qui a été chargé de l'adaptation de ce film dans Marvel Super Special numéro 24 de février 1982, écrit par David Anthony Kraft, c'est dessiné par Brett Blevins et ancré par l'inénarrable Vince Coletta et Richard Howell. La couverture est pas ouf. Ouais, c'est vrai que... Elle est au marketing ce que BHL est à la philosophie. C'est vrai que la couverture originale pète plus la classe. Regardez. Bien évidemment, inutile de vous dire que le second top BD sera un choc pour les lecteurs lugiens, j'en ai parlé à de nombreuses reprises sur cette chaîne, mais la mort du Captain Marvel reste le must plus ultra à avoir dans sa collection. Et là, vous vibrez d'excitation, je le sens d'ici. Oh oui, l'émotion est à son comble. Le Captain Marvel meurt d'un cancer à cause d'une ancienne contamination à un gaz toxique, ce qui est très con, et bonjour le traumatisme pour les adolescents que nous étions. Chef-d'œuvre certes, mais waouh, ça vous remue les tripes quand vous êtes gosse. Avec cette tripe Tu te prends carrément la baffe de ta vie. Tu peux arrêter avec ces pancartes de merde? Est-ce ce livre qui m'a fait entrer dans la vie d'adulte trop rapidement? Oui, certainement. Jim Starlin assure le scénario en 62 pages, mais aussi le dessin et l'ancrage, et met un terme aux aventures du héros cosmique qui avait longtemps animé les pages de Strange ou de Titan. Et là, vous allez me dire que cette précision est sans intérêt. Certes. Empoisonné lors d'un affrontement contre Nitro dans le Captain Marvel numéro 34 de septembre 1974, vu dans le Strange 77 de mai 76, que je vous montre là de façon assez virile, le bon vieux Captain, qui bénéficie de la conscience cosmique, comprend qu'il va mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Il enregistre sa biographie et fait le tour de ses amis avant que la mort ne vienne le prendre. Tiré du Marvel Graphic Novel numéro 1 de 1982, appelé The Death of Captain Marvel, ce récit est terriblement poignant sans pour autant tomber dans le géniardisme ou le pathos. De même, on ne tombe pas dans l'apothéose qui se finit en combat spectaculaire. Te voilà lancé dans une puissante démonstration d'éloquence et d'observation. Ah oui, tu as remarqué hein, combien l'intensité de ma prose est à son comble. Non mais je galégeais, bébou. Ah, c'est déceptif. Je vous engage à revoir les vidéos consacrées sur le sujet sur cette chaîne, mais je me contenterai de dire que c'est un chef-d'œuvre qu'il fut impossible à égaler par la suite, surtout pour la collection Top BD proposée par lui. L'édition lyonnaise avait vraiment frappé fort pour un début de collection. Un album qui valait bien 20 francs à l'époque, et avec un tel investissement, tu ne l'avais pas dans le fion. En octobre 1983, Lug va encore frapper fort avec un incontournable de la culture pop des années 80. Et tu sais ce que c'est, Scarlett? Non mais ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Je suis à 2 doigts de la tachycardie. Eh ben le troisième album sorti est tout simplement l'adaptation du Retour du Jedi. Non. Si. C'est incroyable. Oui, mesdames, messieurs, rien que ça, le Retour du Jedi. Pour les gosses que nous étions, c'était tout bonnement de la bombe. On te sent soudainement pénétré d'une rassurante certitude. Je me demande si tu n'extrapoles pas un peu le sentiment de toute ta génération. Alors, c'est très gentil, Scarlett, hein, je ne remets pas en cause l'initiative, mais je ne pense pas que tu sois la personne la plus à même pour discuter de mon analyse, vois-tu? Ah, désolé, patron. À l'époque, mes petites crottes de Banta, l'univers de George Lucas s'appelait encore la Guerre des Étoiles et pas Star Wars. C'était une année de folie où la campagne marketing de ce malin de George battait son plein. D'ailleurs, tenez, regardez, j'ai encore ces pages de Pif Gadget avec le poster géant du film et les jouets mécanos proposés à l'arrière. Avec en prime une présentation du film, des personnages et des données chiffrées du film. Ça, c'est le symbole du capitalisme triomphant, hein. Tu n'as pas honte? Bien sûr que non, j'en ai honte. Non, moi c'est Scarlett. Et forcément, la maison des idées sortait le Marvel Super Special numéro 27. Gardez-le, votre anglais! C'est Archie Goodwin qui s'était coltiné l'adaptation du film, accompagné au dessin d'Al Williamson et de Carlos Garzón, qui a un nom de pizza quand même, hein, vous ne trouvez pas? Non.
Le tout ancré par Tom Palmer et Ron Frenz. Alors il faut que vous le sachiez, pas seulement dans la colle, à l'époque où est sorti Le Retour du Jedi, Marvel n'en était pas à son premier coup d'essai. Il existait déjà les adaptations en BD des 2 films précédents de George Lucas, que je vous montre ici de façon ostentatoire. J'avais jamais vu que t'avais des gros doigts. Et même dans Titan, il y avait une série de la Guerre des Étoiles où se construisait ce qu'on n'appelait pas encore l'univers étendu. Il était donc logique que ce nouveau film, très attendu, soit adapté par Marvel. Archie Goodwin condensa l'histoire dans un volume où le scénario de George Lucas et de Lawrence Kasdan fut résumé à l'essentiel. Comme dans l'actel. Excuse-moi Scarlett, mais t'es payé pour faire ces blagues aussi nulles? Bah oui, c'est toi, connard. Ah oui, autant pour moi. Les points principaux furent bien sûr abordés de façon fidèle, tandis que certains passages secondaires furent abrégés. L'ambiance du film est parfaitement retranscrite, et le passage du film au comics book, ou vice-versa, est une réussite. Personnellement, je n'aime pas les dessins d'Al Williamson, parce que s'il s'efforce à restituer les visages des comédiens, c'est pas toujours une réussite. Alors, je n'ai pas été vérifié, mais il paraît que quelques cases ont sauté dans la version Lug. Puis, en juin 1984, Lug sort le 4e album Top BD tiré du Marvel's Graphic Novel numéro 4, datant de 1982, intitulé New Mutants de Chris Claremont. Les dessins sont de Bob McLeod. Après l'apogée de la saga du Phénix Noir dans le numéro 137 des Uncanny X-Men en septembre 1980, les ventes de la série augmentent, et alors que Marvel édite 3 titres différents de l'araignée, un second titre mettant en scène les X-Men est envisagé. Chris Claremont, ferrant son univers, de nouveaux mutants, veut encore battre le fer tant qu'il est encore chaud, et il saute sur l'occasion. Il présente son idée de New Mutants, et il veut absolument surfer sur le succès des graphic novels. En effet, les 3 premiers graphics se sont bien vendus, et clairement incite Marvel à lancer la nouvelle série sous ce format. L'histoire s'appelle Renouveau, et c'est forcément le récit d'introduction de ces nouveaux X-Men. Ils se font introduire. L'histoire débute après les événements de l'Uncanny X-Men 151 de novembre 1981, où les X-Men ne sont pas revenus d'un voyage dans l'espace. Le professeur Xavier, associé à Moira McTaggart, forme une nouvelle équipe composée de Ryan Sinclair, de Xian Koyman, dit Karma, de Daniel Moonstar, dit Mirage, ainsi que de Samuel Guthrie, dit Rocket, et de Roberto da Costa, dit Solar, le Brésilien qui ne sait pas passer le ballon quand il joue au foot, chose étrange car d'ordinaire, les Brésiliens font des passes. C'est bon, t'as la rêve? Moi personnellement, j'ai jamais aimé ce que je considérais comme des ersatz des X-Men, et j'ai jamais accroché, même quand la série des New Mutants a été publiée à partir du Titan 59 en décembre 1983. Et si on passait au 5e album? C'est moi ou tu es peu concerné par cette vidéo? Comment te répondre sans que tu te vexes? Ok, j'ai compris. En novembre 1984, c'est encore un habitué des X-Men qui est à l'honneur dans le 5e tome des Top BD. En effet, il s'agit de Dave Cockrum, le dessinateur de la Légion des super-héros et des X-Men, qui ici invente un groupe de super-héros venus du futur. Les Justiciers du futur sont tirés du Marvel Graphic Novel numéro 9, datant de 1983. Le récit nous projette sur Terre, mais 5 millions d'années dans le futur, après une catastrophe qui a ravagé la planète provoquée par les Grom. Il pourrit ce nom. Ces abrutis ont accéléré le processus de vie du Soleil, qui est devenu une géante rouge. Pourquoi pas? Et donc finalement, ils l'ont eu dans l'anus. Terminus, l'unique cité ayant survécu à ce cataclysme, décide de réagir tandis que ses ennemis se sont réfugiés dans le passé. Waouh, ce récit est plein de surprises. Terminus fait appel à Solara, la fille de la lumière qui vit dans une bulle au centre du soleil pour qu'elle intervienne dans le passé. C'est un plan comme les autres. Il n'y a pas à dire, mais Dave Cockrum et son légendaire goût pour les costumes de super-héros méga kitsch a marqué notre adolescence. Que ce soit les costumes des X-Men ou ceux de la garde impériale, cet homme aime les couleurs chatoyantes. Mais regardez rien que la couverture de cet album et appréciez toutes les subtilités stylistiques qu'arborent ces personnages hauts en couleur. Ces super-héros flashy, drapés d'oripeaux, colorés, pètent le swag pour l'époque. Cockrum, c'est le Christian Lacroix des super-héros. J'avoue avoir été surpris par cet album. Mon étonnement fut aussi grand que la fois où je me suis retrouvé à l'intérieur d'une femme adultère. Je ne sais comment j'en étais arrivé à rentrer dedans, mais j'en étais globalement satisfait. C'est dingue ce remplissage de vidéos quand même. Le contenu de cet album est un mélange de super-héros et de SF. C'est bien rythmé et riche en rebondissements comme dans mon pantalon. Cette réplique est incroyable. Et les informations nécessaires à la compréhension du récit sont, contrairement à Roubaix, peu à peu dévoilées, accentuant notre désir d'en savoir davantage sur les personnages. Tous bénéficient d'une apparence très soignée sous leurs incarnations méta-humaines. C'est agréable à lire, même si quelques hécatombes parsèment le récit, tranchant avec l'humour affiché au détour de chaque page. C'est probablement cet aspect qui a empêché l'apparition d'une série régulière au sein des publications Marvel. Et même si cette mini-série n'a reçu le succès escompté, c'est le genre de choses qui arrivent. Elles sont bon quand même les années 80, et rien que pour cela, elle en vaut la lecture. C'est très satisfaisant comme ouvrir un catalogue de la Redoute à la bonne page. Le 6e top BD est l'adaptation du film 2010 en 48
48 pages. Cette histoire est tirée du Marvel Super Special numéro 37, datant de 1984, écrit par Jean-Marc de Mattéis, tandis que les dessins sont de Larry Hama et Joe Barney. Alors, comme son nom l'indique, c'est l'histoire du film de Peter Iams, sorti en 1984, lui-même adaptation de 2010, Odyssée 2, un roman d'Arthur C. Clarke, publié en 1982, et de la suite du film 2001, l'Odyssée de l'espace, sorti en 1968. Ah bah c'est complet. Ah bah oui, je ne suis pas venu ici pour déconner, je donne de la matière à la démonstration. En 2010, les Américains et les Soviétiques cherchent à savoir ce qu'est devenu HAL 9000, qui provoqua de nombreux problèmes lors de la mission de Discovery 1, 9 ans plus tôt, et en pleine guerre froide, ils se retrouvent tous autour de Jupiter pour connaître les raisons qui ont fait péter un câble à HAL. Mouais. Bon, voilà, c'est une adaptation qui ressemble à une promesse brisée dans la bouche. C'est nul! Tout comme ce film, parce que oui, c'est pas parce que je suis une brêle en cinéma que je n'ai pas mes petites exigences gustatives en matière de film. Cette phrase n'a aucun sens dans ce plan de l'existence! En 1985, l'année commence avec Super Boxer, un roman graphique de 61 pages tiré du Marvel Graphic Novel numéro 8 d'août 1983, écrit par John Byrne. Et dessiné par Ron Wilson. On ne pourra que noter l'intention des auteurs de faire autre chose que du super-héros, ça change un peu, et c'est une bonne chose. D'ailleurs, vous le savez, ne pas vouloir changer, c'est un aveu d'échec. On vous laisse quelques secondes pour assimiler cette information. Pour ceux qui ne connaissent pas, Super Boxer, c'est un récit de science-fiction se déroulant dans un futur proche qui est loin d'être joli, puisque le monde est aux mains de firmes transnationales qui ont réglé tous les problèmes des humains en échange d'une soumission totale des populations. Voilà qui promet de grands moments de drame humain. Et dans ce futur, la boxe a évolué puisque les boxeurs s'affrontent avec un équipement qui décuple leur force et ils sont protégés par des armures. Voilà un bon prétexte pour nous faire découvrir des combats spectaculaires. Et au milieu de tout cela, on retrouve le héros, Max, un mec qui respire positivité et joie de vivre. Mais il est surtout un champion de combat clandestin qui arnaque la poste. Remarqué par un émissaire d'une société qui a désespérément besoin d'un champion, et chaud comme de la braise, Max accepte la proposition. Visiblement, il est là pour péter des tronches. Sans doute pour assouvir une pulsion virile, je ne vois que ça. Et il va se retrouver impliqué dans un conflit qui dépasse de loin le simple cadre de la boxe. Une histoire efficace et intéressante qui embarque dès les premières pages le lecteur dans ce monde futuriste sans jamais le perdre en route. Bien évidemment, le récit se veut une lutte des classes, symbolisée par le combat qui oppose Max à son adversaire. Le graphisme de Ron Wilson n'est pas trop typé 80s, et ça c'est bien. Et cet album a très bien vieilli, et plus que jamais, il est d'actualité au regard de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, et dans laquelle nous perdons toujours plus nos libertés individuelles. Je pense que ta remarque a beaucoup fait avancer les choses, Bob. Le 8e album luguien des Top BD s'intitule sobrement Le Surfeur d'Argent. Il est tiré du Silver Surfer One Shot numéro 1 de juin 1982 et marque la collaboration de John Byrne et de Stan Lee sur la créature préférée du vieux Stan. Le Surfeur d'Argent se remémore sa vie sur Zenla, sa planète d'origine, la venue du grand cornu cosmique Galactus, son sacrifice pour qu'il épargne son monde et sa transformation en surfeur d'argent, sans oublier la pire de ses douleurs lorsqu'il dut quitter son grand amour, la jolie mais très humide Chalabal. Humide comment? Comme si elle vivait à Clit-sur-Schneck. Bref, un retour sur toute son histoire, où il est évident qu'il en a quand même pris plein le boule, ce pauvre garçon, et en particulier avec son emprisonnement sur Terre pour avoir trahi Galactus avant que le récit revienne au présent. Tu ne peux qu'avoir de l'empathie pour ce petit gars, et t'as envie de lui dire « Ne sois pas triste, comme Lafont ». Le petit gars argenté est attiré au Baxter Building de Reed Richards, ce dernier ayant trouvé un moyen de lui rendre sa liberté. Mais de retour sur Zenla, avec l'espoir de retourner le potager de sa tendre amie, il découvre que celle-ci a été dévastée. Zenla, pas son ami. Et le peu d'habitants qui restent le prennent pour un traître et veulent le tuer. C'est con ça! Bien évidemment, Chalabal a été enlevé par Méphisto, le seigneur des enfers. Le surfeur d'argent va tout faire pour la délivrer de cette entité démoniaque qu'il a manipulée, la conne. J'ai consacré une vidéo à cette histoire, et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder parce que là, j'ai pas d'argument, et je pense que ça va se voir. Tu veux que je fasse une diversion avec humour et finesse? Non, pas vraiment, Scarlett. La collection TBD, c'est aussi l'occasion de présenter des productions hexagonales comme celle qui est éditée dans le 9e album de la collection appelé Black Star. Alors, je ne l'ai pas car il est rare et qu'il coûte la peau de mon cul. Ce bouquin en quadrichromie, sorti en octobre 1985, n'est pas facile à trouver sur les sites marchands. Il est assez rare comme trouver un hétérosexuel chez Laurent Ruquier. Cette réplique est étonnamment lucide. L'album est toutefois réservé aux fans du genre, puisque le récit s'inscrit dans la période où les maîtres de l'univers cartonnaient sur petit écran et les rayons des magasins de jouets. Une histoire qui
s'en inspire d'ailleurs très lourdement. C'est du vol et du plagiat. On ne va pas se le cacher. Quand je dis lourdement, on est sur du 65 000 tonnes de lourdeur, hein, genre 2 fois la biomasse humaine du Luxembourg. C'est un mélange d'heroic fantasy et de technologie futuriste, comme dans Les Maîtres de l'Univers. Tu veux dire qu'ils ont pompé dessus? Merci de nous faire profiter de ton talent inné pour la déduction. L'album a été réalisé par Jean-Yves Mitton, oui, notre Jean-Yves Mitton international, auteur des Chroniques barbares, mais surtout de Demain les monstres, Epsilon ou bien sûr Micros, sans oublier les coups de main qu'il a donnés à Sirotota sur Photonie. Blackstar n'a été intégré dans la collection Top BD qu'après coup, et en fait, il aurait dû être le 8e album de la collection Top BD, mais suite à une erreur de listing, il a été mal numéroté. Et du coup, il se trouve en 9e album. Merci Scarlett, hein, grâce à toi, cette démonstration avance. Connard. En tout cas, il fait partie des rares albums non consacrés à l'univers Marvel de la série Top BD, comme Dark Crystal ou Super Boxer par exemple. Blackstar est une fois de plus lié à des jouets. En 1983, Galoob, un gros distributeur de jouets des années 80, propose aux jeunes américains une nouvelle gamme de jouets rappelant sur de nombreux points celle des Maîtres de l'Univers. Même environnement, même armes, ainsi que des designs de personnages très proches des productions Mattel. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Et à l'époque, ils aiment bien les gros bras musclés, hein. La gamme Blackstar voit donc le jour sur un scénario classique de l'astronaute qui s'écrase sur une planète étrangère appelée Sagar. Un peu comme Queen Marlena, la mère de Musclor, qui s'écrase sur Eternia en tenue d'astronaute et son gros casque à la Jean-Michel Daft Punk. Ah bah ça alors. Bref, John Blackstar et sa tronche de mec qui traîne sur les plages de Mykonos. C'est pas difficile avec Homo. Il fait la rencontre des Trollics et il va donc s'allier avec eux et les protéger des forces du mal. Et oh bah ça alors, John Blackstar et son ennemi Overlord auront des glaives ayant pour vocation de s'assembler afin de former une épée surpuissante comme dans les aventures de Musclor et de Skeletor. Blackstar a été publié dans Pif Gadget en juin 1985, le numéro 846, ceux que ça intéresse bien sûr, avec un matraquage publicitaire et quelques introductions à cet univers avec les artistes Christian Gatti et Jean Olivier. Et cela dans les numéros 833, 838, 843 et 844, sans oublier le dessin animé diffusé à l'époque sur TF1. Bref, la publication de Blackstar dans Pif devançait de 4 mois La Maison de Lug. Dans le 10e album en 1986, Lug propose à nouveau une histoire dans l'univers Marvel. Il s'agit de l'effet Aladdin, une grosse bouse de 62 pages, tirée du Marvel Graphic Novel numéro 16 datant de 1985, écrit par David Michelinie et Jim Shooter, et dessiné par Greg Larocque, assisté de Vince Coletta. Oui, Vince Coletta. Qu'est-ce qui aurait pu mal se passer? Eh ben tout, car oui, là c'est factuel, hein, cet album pue du fion. C'est l'histoire d'une ville qui est emprisonnée dans une bulle, et une petite fille se prend à rêver que ses héroïnes favorites viennent la sauver. Et franchement, ce récit est aussi incompréhensible qu'un évier qui parle le flamand. Plus prosaïquement, je dirais que c'est mauvais. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. C'est vraiment caca boudin. Et on saluera ton niveau de répartie à ce stade de la vidéo. Bah oui, ce récit est mauvais. C'est nul! Mal dessiné. Et que ça bousille l'harmonie de cette collection. Ce truc n'a rien à faire dans la collection Top BD. C'est dégueulasse, rabaissant pour les lecteurs. Fort heureusement, Lug relève le niveau avec le 11e album en 1986 composé de 78 pages qui déchire leur race intitulé La vengeance du monolithe vivant. Ce récit explosif est tiré du Marvel Graphic Novel numéro 17 datant de 1985 écrit par David Michelinie et Christopher Priest et c'est dessiné par Marc Silvestre. Nous avons le plaisir dans ce récit de revoir le géant ravageur plus connu sous le nom de Monolithe Vivant. Après avoir croisé la route des X-Men qui ont contrarié ses projets de grandeur, il est de retour bien décidé à se venger comme le dit le titre. Le mec est vraiment vengeful, hein. Il est super remonté contre ceux qui l'ont empêché d'accomplir ses projets de domination du monde. Comme motivation de vengeance, ça se défend quand même, non? C'est un excellent récit et certes toi qui as écumé les 7 mers des comics vintage, tu vas trouver ça conventionnel et assez prévisible, mais c'est très finement écrit par David Michelinie qui mêle spectaculaire, psychologie et émotion. C'est un album top BD de qualité dont j'ai déjà fait une vidéo et que je vous invite à découvrir tellement elle vous rappellera avec mélancolie la Sagrada Familia. Putain mais qu'est-ce qui a écrit ce texte là ? J'ai également fait une vidéo sur l'album suivant, sorti en 1987 chez Lug, appelé Fatalis Imperator. 62 pages de bonheur qui tournent autour de la réflexion du tyran positif, et bien évidemment ce tyran n'est autre que Fatalis, car qui de mieux que lui ne pouvait endosser ce rôle? Car on ne va pas se le cacher, Fafa a non seulement un ego surdimensionné, mais il est aussi un chacal. Ce qui n'est pas incompatible avec le fait d'être une grosse tête de con. Silence! Franchement, la réflexion est poussée. Ah bah de toute façon, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est vrai, et là, intellectuellement, dans cette histoire, on n'est pas sur de la branlette. Là, je vous invite vraiment à revoir ma vidéo, car j'avais poussé la réflexion assez loin sur ce thème, mais vraiment, les mecs, cet album, c'est un pur bijou de plaisir et de réflexion. C'est du Toulouse, hein, c'est du Lautrec, hein, c'est une œuvre d'art, tu vois. Cet album est donc tiré du Marvel Graphic Novel 27, datant de 1987, là encore écrit par David Michelinie et dessiné par Bob Hall. Je voudrais dire que c'est un incontournable de la BD qu'il faut absolument avoir
l'avoir lu à 50 ans, sinon tu as raté ta vie. Et le dernier album de l'époque Lugen sort en 1988, c'est un petit bijou sans additifs, sans calories et sans sucre, intitulé Hulk et la chose, le grand chambardement. Ce récit de 1987, tiré du Marvel Graphic Novel 29, était écrit par Jim Starlin et dessiné par Bernie Wrightson. La chose et Hulk, deux gros ballots remplis de testostérone. Je ne veux pas jouer l'experte en narration, mais je pense savoir comment ça va se terminer. Eh bien pas du tout. Nos deux costauds sont plongés dans une aventure très drôle où ils sont pris à contre-emploi. C'est l'histoire qui mindfuck ton cerveau, tu vois. C'est une grosse bouffonnade qu'il faut lire pour le fun et dont j'ai également parlé dans une vidéo précédente. Et c'est sur ce 13e album que s'achève la période Lugen des top BD, en même temps que cette vidéo. Toutes les bonnes choses ont une fin. J'espère qu'elle vous aura un peu fait voyager dans votre enfance boutonneuse. Non. Et qu'elle aura réveillé de vieux souvenirs oubliés. Non. Et que vous ne manquerez pas de nous partager dans les commentaires, je l'espère. N'hésitez pas également à laisser pause-blow et à vous abonner. Ça serait bien gentil les gens, pour récompenser mon boulot de recherche. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'achetez pas chinois. Et merci à la nichonesque Scarlett pour ses compléments d'analyse jamais pertinents. Oh bah nous formons un dion charismatique. J'aurais pas choisi cet adjectif. Oh bah quand même, on se complète trop bien, non? Oui Scarlett, on va dire ça. Et là t'as pas de chute pour la fin de cette vidéo. On se contentera de ta chute de rat, ma belle. Voilà, c'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube. À très bientôt les geeks. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Non, 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 rappelle remplacer. Viens ici, sale enculé. Mais c'est juste insupportable. Arrête, c'est de faire passer le...